Je vais vous parler, en fait, on parle beaucoup du bilan énergétique chez les vaches laitières. Il y a déjà eu plusieurs présentations ce matin à ce propos-là. Mais est-ce qu'on pourrait le contrôler plutôt en travaillant sur la traite plutôt que l'alimentation? Donc, ma présentation va aller comme suit. Je vais parler de la période de transition très brièvement. C'est quoi le principal défi auquel on fait face? Quelles sont peut-être la voie traditionnelle? Comment est-ce qu'on fonctionne d'habitude pour essayer d'améliorer la période de transition? Et puis finalement, parler un peu plus de la traite. Comment est-ce qu'on pourrait moduler la traite pour améliorer la période de transition, le bilan énergétique, les effets sur certaines maladies comme la mamite, et puis est-ce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires indésirables? Donc, je suis content, je vous présente cette diapo-là. Vous l'avez déjà vue 2 fois ce matin, donc je vais pouvoir passer rapidement là-dessus. Période de transition, le principal défi, c'est ça. En fait, il y a un manque de synchronisme entre le pic de production laitière puis le pic de consommation volontaire de matières sèches. Ce qui fait que nos vaches se mettent à produire du lait très, très, très rapidement en début de lactation, puis à des niveaux très élevés quand même, mais ça va être beaucoup plus tardivement qu'elles vont être capables finalement de manger pour soutenir cette demande-là en énergie. Et puis donc, il y a une période pendant laquelle elles vont maigrir, elles vont devoir aller puiser dans leurs réserves graisseuses, musculaires et tout ça pour soutenir les besoins dus à la production laitière. Donc, qu'est-ce qui arrive en gros? Vous allez voir, je vais vous simplifier ça pas mal. On a un bilan énergétique négatif, donc il y a une mobilisation graisseuse. Ce gras-là se retrouve au niveau du sang, puis il va être acheminé au niveau du foie ensuite. Heather en a parlé que c'était un organe qui était important pour faire toute la transformation en énergie. Il se passe toutes sortes de choses assez compliquées, mais si on veut simplifier, je vous efface une bonne partie du graphique. Grosso modo, le foie va produire beaucoup de corps cétoniques qui vont se retrouver dans le sang. Je pense que pour vous, les corps cétoniques, ça doit rimer avec quelque chose de négatif quand même assez souvent. Hein? Des corps cétoniques, on n'en veut pas dans le sang, on ne veut pas avoir de l'acétonémie ou de l'hypercétonémie. Mais en fait, à la base, il faut se rappeler que c'est positif. C'est une source d'énergie. La vache n'a pas d'énergie, elle va chercher les gras, elle fabrique de l'énergie avec ça. Puis c'est une des premières sources d'énergie qui est utilisée par la glande mammaire pour produire du lait. Donc, des corps cétoniques, une vache qui n'en a pas dans le sang, c'est une vache morte ou non productive. Donc, on en veut des corps cétoniques, ça en prend pour la production laitière, surtout en début de lactation. Le problème, c'est que contrairement au lait, 2 fois plus de corps cétoniques, ce n'est pas nécessairement 2 fois mieux. Lorsque les corps cétoniques montent jusqu'à un certain niveau, on va dire que c'est excessif, puis on va dire que l'animal fait de l'hypercétonémie. Puis là, c'est un problème de santé à ce moment-là. On va souvent utiliser les bêta-hydroxybutyrates. Le BHB, c'est un des corps cétoniques. Donc, on va souvent mesurer celui-là, puis on dit que quand c'est en haut de 1,4 millimol par litre, bien, c'est donc excessif. L'animal souffre d'hypercétonémie. Et puis, en général, les animaux qui ont de l'hypercétonémie, on va voir toutes sortes de maladies apparaître suite à ça. Donc, plus de déplacement de caillettes, de maladies infectieuses comme la métrite ou la mamite qu'on voit ici sur l'image, plus de réformes précoces de boiterie, des problèmes de fertilité. Puis, en général, une immunosuppression. Le système immunitaire des vaches fonctionne moins bien quand elles souffrent d'hypercétonémie. Et puis donc, nos vaches qui font de l'hypercétonémie, ce sont elles qui vont avoir un mauvais départ dans la lactation puis qui vont avoir toutes sortes de problèmes par la suite. Si on regarde à quelle fréquence ça arrive, en fait, l'hypercétonémie en début de lactation, bien, on voit donc sur l'axe des Y la proportion des vaches qui serait en haut de ce fameux seuil-là de 1,4. Bien, grosso modo, 15 à 20 des vaches en début de lactation sont en hypercétonémie. C'est vraiment intéressant de voir quand même que déjà, à la 3e journée en lait, on a à peu près 15-20 des vaches qui sont en hypercétonémie. Donc, elles ont eu 2 journées de lactation, puis à la 3e journée, elles sont déjà en problème. Puis là, il va arriver toutes sortes de problèmes de santé qui vont suivre avec ça après. Puis, les cas d'hypercétonémie en début de lactation, là, dans la première semaine de lactation, c'est eux, ça a été démontré, qui vont avoir le plus d'impact négatif après ça sur la santé des vaches. Une vache qui fait de l'hypercétonémie à la 2e, 3e semaine en lait, ce n'est pas si grave. Une vache qui le fait en début de lactation, elle est en problème. Donc, on a notre bilan énergétique, notre balance énergétique, des fois, on va l'appeler comme ça, qui n'est pas bien équilibrée. On a beaucoup trop de besoins en énergie pour le lait par rapport à ce qu'on est capable d'avoir en énergie pour la diète. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour essayer d'améliorer ça? Bon, on s'est surtout penché sur augmenter l'énergie de la diète. Donc, Heather vous en a parlé ce matin, Rachel aussi. C'est extrêmement important d'optimiser la ration.
aller chercher la densité énergétique la plus importante qu'on peut avoir sans causer des problèmes de santé comme l'acidose sous-clinique, etc. La préparation avant le vêlage est extrêmement importante pour que nos animaux ne diminuent pas leur consommation volontaire de matière sèche. Il y a des molécules aussi comme le monensin qui peuvent être utilisées pour permettre aux vaches de faire plus d'énergie avec la même quantité d'aliments finalement. Donc, on a travaillé énormément sur l'aspect énergie de la diète, on augmente. Je ne vous dis pas d'arrêter, c'est extrêmement important de bien faire cette partie-là. Mais la question qu'on ne s'est pas beaucoup posée, c'est est-ce qu'on pourrait à la place ou en simultané réduire du côté de l'énergie qu'on envoie dans le lait comme tel? Donc, grosso modo, il y a des gens, des chercheurs qui se sont demandé, ils se sont dit, en fait, il manque quelque chose, il manque un outil, un morceau sur une vache laitière moderne, puis c'est un frein à main finalement. Si on était capable de mettre un frein à main, puis de donner des petits coups de break de temps en temps, laisser aller la vache, retenir, bien, on serait capable, en fait, peut-être de moduler l'énergie qui va dans la traite, qui va pour le lait comme tel. Et puis, si vous essayez de réfléchir, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs producteurs dans la salle qui sont capables de réduire la production laitière de leurs vaches, puis qui le font. Par exemple, au tarissement. Au tarissement, des fois, vous allez donner moins d'aliments à la vache pour que sa production diminue avant de la tarir. Dans ce cas-ci, ça ne serait pas une bonne option. On ne veut pas réduire l'énergie de la diète, on veut maintenir l'énergie de la diète, mais trouver une manière de freiner sa production quand même. Mais donc, si on trouvait cette manière-là, on aurait peut-être moins d'hypercétonémie, moins de risques de maladies infectieuses, des meilleures performances reproductrices. Mais il faudrait trouver une méthode qui permet de freiner la production temporairement et qu'ensuite la production repartirait à plein pour que ça soit intéressant. Et puis, c'est là qu'est venue l'idée de contrôler la traite. C'est le groupe de Pierre Lacasse, dans les années 2010, grosso modo, qui a commencé les premiers projets de recherche. En fait, ils ont été publiés dans ces années-là, donc ils ont commencé un peu avant. Et ils se sont dit, peut-être que si on prélevait moins de lait durant les 5 premiers jours en lait, donc durant une période très, très, très limitée, peut-être qu'on pourrait prévenir l'hypercétonémie. Puis après ça, on laisserait aller les vaches, puis finalement, on aurait des meilleurs impacts au niveau santé. Et puis donc, l'idée avec laquelle ils étaient arrivés, ils se sont dit, bien, par exemple, la première journée, on pourrait dire on ne prend pas plus que 6 litres de lait. Ensuite, 8 litres, 10 litres, 12, 14 litres de lait, donc au jour 1 à 5. Donc, on met le frein à main finalement sur nos vaches. Et puis, au jour 6, on les laisse aller à plein. On enlève le frein à main, puis on les laisse produire à leur plein potentiel. Donc, c'est l'idée qu'ils avaient eue, puis qu'ils se sont dit, ça serait intéressant de vérifier si ça fonctionne. Et voici les résultats qu'ils ont obtenus. Vous voyez, c'est les corps cétoniques qui sont sur l'axe des Y, puis vous voyez les jours en lait en bas sur l'axe des X. Et puis donc, pendant les 5 premiers jours, ils avaient un groupe de vaches qu'ils avaient retenu comme ça, et un groupe de vaches qu'ils avaient traité de manière conventionnelle. Donc, ils étaient traités au complet, comme on fait souvent sur les fermes laitières. Et puis donc, vous voyez, pour les vaches sur traite conventionnelle, bien, effectivement, les corps cétoniques augmentent graduellement en début de lactation. On voit qu'au jour 3, en moyenne, les vaches sont à 1,4. Donc, en moyenne, on a la moitié de nos vaches qui sont en hypercétonémie déjà au jour 3, comme ça a déjà été rapporté dans beaucoup d'études. Et puis, ce qui est intéressant de voir, ici, on a notre groupe qui était sur traite incomplète, qui est en bas. Donc, on voit une grosse différence au niveau des corps cétoniques. Les vaches sur traite incomplète ne vont pas avoir une augmentation des corps cétoniques dans le sang. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le traitement, si on veut, c'est au jour 5 que ça se terminait. Mais si on regarde ce qui se passe après, bien, dans les jours suivants, on continue à avoir une différence entre les animaux. Donc, les vaches qui ont une traite incomplète, leur corps cétonique reste plus bas pour à peu près une vingtaine de jours. Donc, on dirait qu'il y a un effet résiduel même. On va faire un traitement pendant 5 jours et puis ça continue à faire effet par la suite. C'était une étude en station de recherche, il n'y avait pas beaucoup de vaches, mais évidemment, une inquiétude, c'est si on met le frein à main, quand on va lâcher le frein à main, est-ce que la production laitière va repartir comme avant? Et puis, ce qu'on a observé, ou ce qu'ils ont observé dans cette étude-là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. En fait, à partir de la 2e semaine de lactation, les animaux semblaient revenir à leur production normale, mais il y avait juste une trentaine de vaches là-dedans. Donc, c'était difficile de voir s'il y avait vraiment des différences au niveau production laitière. Donc, des résultats qui semblent prometteurs, mais sur une trentaine de vaches en station de recherche. Moi, je travaille avec les producteurs laitiers sur des fermes commerciales. Donc, pour moi, une station de recherche, des vaches de station de recherche, ça ressemble à ça. Okay? C'est des vaches éprouvettes. Mais ma question, c'est toujours, bien, si on va sur des vraies vaches, sur vos fermes, par exemple, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'on serait capable d'obtenir les mêmes résultats? Donc, sur le bilan énergétique. Mais là, on serait peut-être capable même de voir est-ce que ça a un impact sur les maladies, sur la fertilité. Puis souvent, pour voir s'il va y avoir des effets indésirables d'un nouveau traitement, bien, on a besoin de beaucoup de vaches.
avec 30 vaches en station de recherche, on ne pourra pas les voir, les effets indésirables. Donc, on voulait voir effets secondaires. Est-ce qu'on serait capable de vérifier ça? Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude québécoise qui a été faite sur des fermes commerciales. C'est principalement les résultats de ces deux étudiants-là. Moi, j'ai la chance de présenter en avant, mais c'est eux qui ont fait les recherches comme telles. Donc, Pierre-Alexandre Morin, Katharina Krug. Katharina a une affiche d'ailleurs que vous pouvez aller voir. Et puis, c'est un projet qui avait été financé principalement par Novalet, puis les fonds de recherche Québec Nature et Technologie, mais aussi les étudiants ont été supportés par le CRSNG. Donc, l'étude sur vos fermes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un essai contrôlé randomisé. Un essai contrôlé randomisé, c'est le genre de dessin d'étude qu'on utilise quand on veut vérifier qu'un nouveau médicament fonctionne ou pas. Donc, nous, la traite incomplète, on l'a vu comme un traitement. Okay? C'est un traitement qu'on applique à nos vaches, puis on va voir si ça fonctionne ou pas, s'il y a des effets secondaires, etc. Puis, on a fait cet essai-là sur 13 fermes commerciales. On a essayé d'avoir beaucoup de variétés. C'est pour ça que je vous mets les photos ici. Donc, des fermes très différentes les unes des autres pour voir dans différentes conditions si ça fonctionne bien. Donc, par exemple, on avait 4 stabulations entravées, 5 stabulations libres. Dans les stabulations libres, il y en avait 3 qui avaient des salons de traite. Il y en avait un qui utilisait un carrousel de traite. Puis on avait un qui utilisait des robots de traite même. Ça variait de 35 à 250 vaches en lait, donc de très petits troupeaux à troupeaux quand même plus grands. 11 utilisaient de la ration totale mélangée, donc 2 utilisaient une alimentation avec les ingrédients séparés. Puis, la plupart des troupeaux étaient sur la traite 2 fois par jour. Évidemment, le troupeau sur robot, c'est une traite, la fréquence de traite varie des fois d'une journée à l'autre, mais on peut penser à 2,5, 3 traites par jour. Mais on avait un des troupeaux aussi qui n'était pas sur robot, qui faisait la traite 3 fois par jour. Donc, une assez grande variété finalement de troupeaux sur cette étude-là. Puis pendant un peu plus qu'un an, ce qu'on a fait, c'est que toutes les vaches adultes qui ont mis bas sur ces fermes-là, 4 semaines avant le vêlage, on tirait au hasard puis on les envoyait dans un groupe où on faisait la traite conventionnelle. Donc, on disait aux producteurs laitiers, vous faites pareil comme vous faites d'habitude. Donc, pour certains producteurs laitiers, ils vont traire les vaches au complet. Il y en a des fois qui vont moduler la traite pour la première journée ou la deuxième journée, mais en général, c'est souvent une traite complète. Et pour l'autre groupe, on demandait à ce moment-là d'appliquer notre protocole de traite incomplète. Donc, on a 880 vaches qui ont fait partie de cette étude-là, donc un grand nombre de vaches. Et puis, notre traite incomplète, ce qu'il avait utilisé en station de recherche, c'est intéressant, mais c'est difficile à appliquer sur une ferme laitière, 6 litres, 8 litres, 10 litres, 12 litres, 14 litres. Donc, nous, on a dit, on va simplifier ça un peu. Puis donc, pour les 3 premiers jours, on va dire c'est simplement un maximum de 10 litres. Et puis ensuite, au jour 4, au jour 5, 12, 14 litres de lait permettent une certaine augmentation. Et puis finalement, au jour 6, on relâche le frein à main, on laisse les vaches produire à leur plein potentiel. Donc, pendant une période de temps très limitée, on retient la production laitière. Puis, dans l'étude, on a mesuré évidemment les corps cétoniques, les BHB sanguins. Il y en a peut-être plusieurs qui utilisent ce petit appareil-là qui est sur la photo sur vos fermes, le Précision Extra, qui permet de suivre justement les corps cétoniques des vaches. C'est ce qu'on a utilisé. On a calculé les pertes d'état de chair, on a suivi la production, la composition du lait, la présence de différentes maladies, la fertilité, le risque de réforme, puis finalement, est-ce que les vaches sont aussi confortables ou pas? Est-ce qu'il y a des pertes de lait aussi? C'était une inquiétude que beaucoup de nos producteurs participants avaient. Donc, la première question qu'on peut se demander, c'est quand on fait une traite incomplète comme ça, est-ce que nos vaches sont vraiment freinées? Est-ce qu'on les freine beaucoup ou est-ce qu'on les freine juste un peu avec ce protocole-là? Sur ce graphique-là, vous voyez la production laitière. Puis chacune des boîtes, pour chacune des journées, ça représente l'endroit où les 50 % de vaches les plus moyennes se retrouvent. Donc, il y a 25 % qui produisent plus, 25 % qui produisent moins que ce qu'il y a dans les boîtes. Donc, par exemple, on voit à la journée 1 que les vaches du milieu produisent entre 5 et 12 litres de lait, grosso modo, par jour. Si on compare à nos vaches qui étaient sur traite incomplète, en fait, la première journée, on ne les a pas tellement restreints. Il y aurait eu un 25 % des vaches qui auraient produit plus que 10 litres, mais la plupart des vaches, on n'applique pas une restriction en prenant simplement 10 litres de lait. Mais à partir de la deuxième journée, vous voyez que 75 % des vaches produisent plus que 10 litres de lait. Donc, en moyenne, on pense à une vingtaine de litres. Donc, on les a réduits finalement de 2 fois. On les a freinés à moitié. Et puis, pour les autres journées, c'est assez similaire, grosso modo. Les vaches sur traite complète produisaient 2 à 2 fois et demi plus de lait durant ces journées-là que celles sur lesquelles on avait appliqué le frein ou on avait contrôlé la traite. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des corps cétoniques dans le sang? En fait, les 2 courbes représentent les concentrations de corps cétoniques moyennes pour chacun de nos groupes qui participaient à l'étude.
J'ai séparé le graphique en 4 parties parce qu'en recherche, souvent, il faut se commettre d'avance puis décider comment on va analyser les données. Et puis nous, on avait décidé d'avance qu'on s'intéresserait aux 3 premiers jours en lait où on pensait que le traitement n'avait pas encore eu le temps de faire effet, aux jours 4 à 7 où on pensait que l'effet du traitement serait peut-être maximal, puis ensuite 8 à 15 ou 8 à 17, grosso modo, où on pensait qu'on verrait peut-être l'effet résiduel. Puis après ça, on pensait qu'on ne verrait plus d'effet. Donc, c'était basé sur les études, justement, en station de recherche. Effectivement, dans les 3 premiers jours, il n'y a pas de différence comme telle entre les 2 groupes. Ce qu'on voyait après ça rapidement, une réduction des corps cétoniques d'à peu près 20 dans le sang. C'était des différences importantes entre les 2 groupes. Donc, les vaches traitent de manière incomplète moins de corps cétoniques. Ça semblait se maintenir après ça. Il y avait effectivement un effet résiduel, mais qui était limite significatif. Et puis finalement, effectivement, après une vingtaine de jours, bien, on retourne à la normale. Les vaches se ressemblent toutes. Donc, la durée du traitement, à peu près pour une vingtaine de jours, l'effet du traitement. Quand on regarde l'impact sur l'hypercétonémie, bien, ce qu'on voit effectivement en début de lactation, nos 2 groupes d'animaux sont pareils. Et puis, assez rapidement, on est capable de réduire d'à peu près de moitié dans les autres périodes, le risque d'hypercétonémie. Donc, quand les vaches ont une traite incomplète, il y a moitié moins de vaches qui font de l'hypercétonémie. C'était des résultats qui étaient significatifs dans ce cas-là. Une chose importante à noter, c'est que pour nos troupeaux pour nos troupeaux qu'on a suivis, on s'est rendu compte qu'on avait des troupeaux qui étaient quand même déjà assez performants. Avoir de 11 à 20 d'hypercétonémie, c'est quand même pas beaucoup durant cette période-là. On a regardé ensuite l'effet sur... Donc, on semble être capable de reproduire ce qu'on a vu en station de recherche, moins d'hypercétonémie, on est capable de contrôler le bilan énergétique en faisant ça. Maintenant, est-ce qu'on pourrait prévenir, par exemple, les infections au niveau de la glande mammaire, les infections du pie? Ce qu'on a été capable de noter, le début de la lactation, c'est un moment où beaucoup de nouvelles infections arrivent chez la vache laitière, et puis donc on a suivi ça dans le temps. Puis ce qu'on a vu, grosso modo, les vaches sur traite conventionnelle, donc 28 sur 100, donc à peu près 1 sur 3, vont développer une infection. Et quand on faisait une traite incomplète, 19 sur 100, donc 1 sur 5, grosso modo. Ce n'est pas des résultats qui étaient significatifs pour cette partie-là, par contre. Donc, on ne pouvait pas dire que les groupes étaient différents. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont déjà infectés en arrivant en début de lactation. Et puis, donc, on voyait qu'il y avait une plus grande capacité pour les vaches sur traite incomplète à se débarrasser des infections. Sans traitement, là, on parle, juste par leur système immunitaire. Donc, il semble que le système immunitaire fonctionne un peu mieux. Quand on regarde l'effet sur la mamite clinique, c'est simplement des données préliminaires. On n'a pas encore tous les animaux, mais on voit habituellement beaucoup de mamites cliniques en début de lactation, comme c'est le cas ici. Et ensuite, ça descend pour le reste de la lactation. Et puis, en fait, quand on regardait nos 2 groupes, c'est le groupe sur traite incomplète qui a un peu moins de mamites cliniques. Mais on ne parle pas de différence significative encore à ce stade-ci. Il nous reste des animaux à aller chercher. Donc, on a encore des résultats à venir sur l'endométrite, l'anestrus, le temps jusqu'à la saillie fécondante. Je ne pourrais pas vous présenter ça aujourd'hui. Mais un aspect sur lequel on s'est questionné, c'est la possibilité d'effets secondaires indésirables. On n'a pas vu aucun impact sur la production laitière pour les 305 jours de lactation. Donc, vous voyez le graphique à droite en petit. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la fiche de Katharina. Mais les groupes étaient pratiquement superposés. Les courbes de production étaient pratiquement superposées entre les 2 groupes. Même chose au niveau composition du lait. Même chose au niveau risque de réforme. Même chose au niveau perte de lait après la traite. Ce n'était pas quelque chose qu'on observait. Il y a eu une question qui est venue des producteurs en cours d'études, puis ils nous ont dit « Ouais, mais est-ce que les vaches pourraient être plus inconfortables? Il me semble que les quartiers sont gros, le pied est enflé, ça m'inquiète. » Puis en fait, ce n'était pas rare à la journée 6, au moment où on enlevait le frein, qu'une vache donne 30 litres de lait à la première traite, une traite. Donc, c'est un peu inquiétant. Les producteurs disent « Il me semble qu'elle a l'air soulagée quand j'enlève ces 30 litres de lait-là. » C'est assez difficile de mesurer l'inconfort sur les vaches laitières. On pourrait leur demander sur une échelle de 1 à 10 comment vous vous sentez, madame, mais elles ont tendance à répondre 9. Donc, c'est difficile. Donc, ce qu'on a fait à la place, on s'est dit, on pourrait peut-être suivre leur comportement. Si le comportement change, ça pourrait être indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau confort. Est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal? C'est difficile à dire, mais donc, on pourrait observer ça. Et puis donc, on a utilisé ces petits bidules-là qu'on a installés sur les pattes des vaches et qui nous permettent de mesurer le nombre d'heures couchées par jour, le nombre de fois qu'elles s'élevaient, donc toutes ces choses-là. Je ne vous présente pas tous les résultats. Dans la plupart des cas, c'était très similaire d'un groupe à l'autre, sauf pour le nombre d'heures couchées par jour, qui était un peu différent.
Déjà, on voit les deux groupes. C'est ce qui se produit en général avant le vêlage, en fin de tarissement. Les vaches vont passer 13 à 14 heures couchées. En arrivant au vêlage, ça va être réduit beaucoup. Et après le vêlage, grosso modo, une semaine après le vêlage, ça va se stabiliser à peu près 11 heures couchées par jour. Et on espère que ça se maintient dans ces zones-là pour le restant de la lactation. Quand on a fait les analyses, on a vu qu'effectivement, il y avait une différence durant le traitement. Donc, il y avait un des groupes qui rapidement allait chercher son 11 heures puis il restait. Et l'autre groupe avait beaucoup plus de difficultés à aller chercher son 11 heures de temps couché. Et puis donc, a priori, on était un peu inquiet. On se disait, bon, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Mais il se trouve que c'est le groupe sur traite incomplète qui allait chercher son 11 heures plus rapidement. Donc, oui, il y a un changement de comportement, mais ça semble être un comportement désirable, en fait, quelque chose qu'on essaye d'aller chercher. Donc, il va rester plus d'études à faire pour mieux le comprendre, mais on ne peut pas dire présentement que ça cause de l'inconfort ou que ça n'en cause pas non plus. Donc, comme conclusion, contrôler aussi le bilan énergétique par la traite, c'est un outil additionnel. On a déjà plein d'outils du côté de l'alimentation. Là, maintenant, on ouvre une autre porte qui n'avait pas beaucoup été explorée, puis qui pourrait nous aider beaucoup au niveau du contrôle du bilan énergétique de la vache. Ce qu'on a pu démontrer jusqu'à date, c'est que presque jusqu'à 2 semaines de lactation, ça pouvait réduire l'hypercétonémie, la mamite, puis ça semblait avoir un effet bénéfique sur le comportement. Puis là, on travaille sur les effets sur la métrite et la fertilité, voir s'il pourrait avoir des effets positifs aussi. Finalement, je pense que ce qui est très intéressant quand même dans cette approche-là, c'est que c'est une approche naturelle. Donc, c'est très en accord avec la physiologie normale de la vache. Normalement, une vache avec son veau va avoir une augmentation graduelle de la production laitière. Donc, c'est ce qu'on se trouve à mimer finalement artificiellement en mettant notre frein à main. On empêche que la production laitière devienne maximale rapidement. Donc, on retient un peu la vache en début de lactation. Les coûts sont pratiquement nuls parce que vous jetez déjà les 3 premiers jours de lactation pour la plupart de vos vaches adultes. Donc, grosso modo, on retient les vaches de moitié aux jours 4 et 5. On jette une journée de production laitière comme telle en utilisant cette approche-là. Et il y a peut-être, puis là, ça reste à démontrer, un impact positif sur le bien-être animal. On a un comportement qui semble être positif chez ces animaux-là, qui semble être intéressant. Est-ce que c'est vraiment le bien-être qui a été affecté? Ça, c'est plus difficile à démontrer. Je pense que c'est une pratique aussi qui pourrait avoir une image très positive auprès du grand public. Déjà, on est capable de dire au grand public qu'on donne 2 mois de vacances à nos animaux. Ce n'est pas un congé de maternité parce qu'on le donne avant, mais bon, donc on leur donne 2 mois de vacances par année. En plus, on pourrait leur dire qu'ils ont un retour au travail graduel. Donc, pendant une semaine, finalement, nos vaches travaillent à temps partiel, puis ensuite, on les laisse aller à leur plein potentiel. Il y a une grande possibilité d'automatisation aussi. Nous, pour nos producteurs, puis il y en a plusieurs qui sont dans la salle, c'était un peu un enfer parce qu'on leur disait « cette vache-là, tu le fais, cette vache-là, tu le fais pas », étant donné que c'était un essai clinique qu'on faisait. Et puis ensuite, ils devraient arrêter la plupart du temps, eux, les machines à traire eux-mêmes en allant appuyer sur le bouton d'arrêt. Mais si c'est une pratique qui devient intégrée aux fermes laitières, bien, on peut facilement programmer les salons de traite où il y a de l'automatisation ou programmer les robots de traite aussi de manière assez facile. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce projet-là. Je les ai mis ici, beaucoup de personnes de l'Université de Montréal. Pierre Lacasse aussi, qui a été une des personnes qui a eu l'idée au départ d'aller dans cette approche-là, donc d'Agriculture agroalimentaire Canada. Déborah Sanchi de Val-Lacta, qui nous a aidés aussi avec les analyses, la collecte de données. Et puis, évidemment, il faut remercier les gens qui nous ont donné le financement, donc Novalet, les fonds de recherche Québec Nature et Technologie, et la plupart des étudiants ont été financés par le CRSNG aussi. Donc, merci beaucoup de votre attention. Ça me fait plaisir de répondre aux questions.